Bonjour et bienvenue sur Les Dessous de l'IA, le podcast qui tente de mieux comprendre les évolutions de l'intelligence artificielle et leurs impacts sur nos sociétés. Bonne écoute. Bonjour Gérald et bienvenue sur ce nouvel épisode des Dessous de l'IA. Aujourd'hui, le sujet qui va nous intéresser, c'est de mieux comprendre comment l'IA et les médias synthétiques bouleversent notre rapport au réel et notre capacité à faire société. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter ton parcours et ce qui t'a amené à t'intéresser à l'IA et plus spécifiquement à l'IA générative? Eh ben, merci déjà de me recevoir sur ton podcast, Clément. En fait, moi, je suis un homme d'image. J'ai commencé, il y a longtemps, la photo. Je suis rentré dans le journalisme par la photo, par l'image, d'abord dans le sud de la France, puis après aux États-Unis et puis, quand je suis rentré à Paris, je me suis, davantage intéressé à tout ce qui était, narration, sur le web. Donc, c'était la grande époque des webdocs. Donc voilà et puis, donc j'ai toujours été, intéressé, pour le moins par l'innovation, dans l'image et dans la narration et dans l'information et à un moment donné, j'ai, repris mes études. J'avais, je sais plus, une quarantaine d'années. Comme quoi les choses, les cycles se bouclent et donc c'était à l'exécutif Sciences Po, à Paris et donc là, il y avait un mémoire à réaliser et ça faisait, quelques mois déjà, donc c'était en 2018 et donc en 2017, moi j'étais tombé sur, 2-3 petites choses un peu bizarres sur Reddit, des vidéos qui, montraient, des gens avec des visages un peu, voilà. C'était principalement en général des vidéos, porno, mais il y avait d'autres choses et il y a eu un article assez rapidement qui a été, écrit par, Samantha Cole de Motherboard qui était en fait le site, d'information tech de Vice, le magazine qui je sais plus s'il est encore en activité ou pas. Je crois il s'est un peu écroulé et donc il décrivait, Samantha, elle décrivait ce phénomène, ce nouveau phénomène qu'on qualifiait pas encore de deepfake, mais qui était fait par ce monsieur, cet utilisateur, dont le nom d'utilisateur était deepfake, voilà. Donc c'est ça l'origine du terme deepfake, c'est le nom de l'utilisateur qui a créé ces vidéos, synthétiques, manipulées par l'intelligence artificielle et qui montraient grosso modo, des gens dans des situations X ou Y avec d'autres visages et donc j'ai commencé à m'intéresser à la chose et depuis, donc c'était en 2017-2018 et depuis j'ai pas arrêté et donc ça a été, l'exploration des sujets, liés au deepfake, intelligence artificielle bien sûr, tout ce qui était technologie numérique, mais ça on j'y baignais déjà, depuis un petit moment et puis, après comme on fait vite «le tour» entre guillemets de ces sujets-là, je suis passé, à toutes les, problématiques, connexes, sociologiques, historiques, voilà et donc depuis un petit moment maintenant, ça fait 2 ans, j'édite une newsletter qui s'appelle Synth, qui d'abord était, une seule newsletter et qui maintenant devient petit à petit un média sur synthmedia.fr. Voilà, on commence à explorer, avec un regard critique cet espace, heu, à l'intersection de la tech et des sciences humaines. Merci Gérald. Peut-être pour commencer, j'aimerais bien que tu puisses poser quelques définitions, de ce que j'ai compris en tout cas dans ton travail, c'est au croisement, du journalisme, de la sociologie, il y a pas mal de sujets en lien avec l'intelligence artificielle. On parle beaucoup de ces sujets-là. J'aimerais bien qu'on s'arrête 2 minutes pour poser, enfin en tout cas que toi tu puisses poser ta définition de ces termes. J'en ai 5 en tête. IA générative, médias synthétiques, deepfake, faits alternatifs et le dernier que j'ai découvert en lisant un de tes articles qui est, liar dividend pour que ensuite, dans la suite de l'échange, comme on va y revenir et c'est des termes qu'on va employer, on puisse savoir de quoi il en retourne. Ouais. Alors on va commencer par deepfake parce que c'était, voilà effectivement comme je l'ai dit le phénomène un peu, à l'origine de tout, en tout cas pour le grand public. Les deepfakes, c'est, typiquement une vidéo qui est manipulée par, un outil, qui repose sur de l'intelligence artificielle, d'accord? À l'époque ça s'appelait les GAN, les Generative Alternative Network et en gros, l'idée c'est quoi? C'est
d'avoir une vidéo, principale où on va voir, une action, performée par un acteur, une actrice, quelle qu'elle soit, et on va greffer un visage numérique, sur cette, personne-là, à des fins soit, humoristiques, satiriques, soit à d'autres fins qui peuvent être, plus problématiques. Donc typiquement, par exemple, c'est ce qu'on a vu avec, l'arrivée de comment dirais-je? De Luke Skywalker dans Star Wars avec un jeune Luke Skywalker qui a remplacé, Heu, donc avec un voilà, qui remplaçait un acteur qui a incarné, supposément le Skywalker. On a eu, par exemple aussi, hem, Tom Selleck qui remplaçait Harrison Ford dans Indiana Jones parce qu'à la base, c'était lui qui devait, camper le rôle d'Indiana Jones. Enfin voilà, il y a eu tout un tas de trucs assez drôles. C'était fabriqué par des gens qui étaient, principalement issus de pour les deepfakes, heu Safe at Work, c'était les deepfakes qui étaient produits par des gens qui venaient soit des effets spéciaux, soit de la vidéo, soit carrément de l'informatique pure et qui avaient, en hobby, en passe-temps, ce genre d'activité parce qu'en fait, ils comprenaient, en fait, comment c'était fabriqué et donc du coup, ça leur permettait de donner libre cours à leur créativité. Donc ça, c'était un premier volet et puis, dans le même temps et même un peu en amont, c'était évidemment aussi, les deepfakes pornographiques qui explosaient. En volume, il y en avait beaucoup plus, hein. On en a eu, à une époque, il y a eu un rapport qui était sorti d'une boîte qui s'appelait Deep Trace et qui en fait, avait, tenté de comptabiliser quand c'était encore possible le nombre de deepfakes porno. Il y en avait à peu près, 95 qui étaient, des deepfakes produits, et connus. C'était des deepfakes porno. Pour le reste, c'était, des deepfakes, qu'on pouvait, montrer, à ses collègues, au bureau. Donc voilà, ça faisait pas mal de choses. Donc ça, c'est les deepfakes et encore une fois, c'était basé sur le nom de l'utilisateur, qui avait inventé, enfin qui a popularisé la chose sur Reddit. Donc chronologiquement, en fait, on a eu, de plus en plus de deepfakes, puis on a commencé à voir apparaître, il y avait les premières images générées par IA qui commençaient à arriver. C'était des espèces de trucs, iridescent avec, on avait l'impression que ça sortait des pires cauchemars qu'on pouvait faire qui avaient avec des animaux avec 1000 yeux. Enfin bref, c'était très, très particulier et très flippant. Peut-être même d'ailleurs, c'était la partie la plus intéressante parce que c'est là où on voyait la créativité au sens strict du terme de la machine qui était en train de s'exprimer et qui essayait pas de reproduire quelque chose qu'on connaît, mais qui créait quelque chose de complètement, aléatoire et propre à sa vision des choses de machine. Et donc pour qualifier ça, on voyait aussi arriver un peu de son, enfin il y avait un peu il y avait une multiplication en fait des contenus et donc on les a appelés médias synthétiques parce qu'ils sont synthétisés par une IA. Alors maintenant, on appelle ça enfin, IA générative, mais l'IA générative, grosso modo, fait, du texte, du son, de la vidéo, et cetera et donc voilà. Donc on a, les deepfakes en premier, les médias synthétiques. L'IA générative arrive donc en troisième avec l'arrivée de Midjourney, Stable Diffusion pour l'image et ChatGPT, puis après les modèles qu'on connaît. Donc il y a les modèles d'abord de diffusion, puis ensuite les modèles larges de langage, les fameux LLM et donc ça, c'est ce qu'on appelle l'IA générative, c'est-à-dire que c'est une intelligence artificielle qui est capable de générer des contenus. Voilà, alors en opposition à l'IA qui a des applications plus techniques, plus précises, et qu'on retrouve par exemple dans Google Maps, dans Waze, dans tout un tas d'outils, y compris dans nos tablettes, iPad et cetera. Voilà, donc ça c'est l'IA. Et enfin, on a les faits alternatifs. Alors les faits alternatifs, c'est un phénomène qui, est né, au lendemain, l'inauguration de Donald Trump en 2017, mais littéralement au lendemain, puisqu'en fait, il y avait eu une polémique, en fait, sur le nombre de gens qui assistaient à l'inauguration de Donald Trump.
versus celle d'Obama, heu, donc quelques années plus tôt. Et donc Donald Trump se disait: «Mais non, 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 c'est moi qui ai le plus grand nombre de gens qui ont attendu, qui ont assisté à mon inauguration». Alors apparemment la taille et le volume, c'est quelque chose qui compte pour Donald Trump. Et donc du coup, il insistait très lourdement là-dessus, jusqu'à temps que quelques journalistes aient la bonne idée de regarder quand même un peu les photos qui avaient été faites, et notamment celles qui avaient été faites pour l'inauguration de Donald Trump. On s'est rendu compte qu'en réalité, elles avaient été recadrées légèrement pour donner l'impression qu'il y avait plus de monde sur les photos. Et donc face à l'évidence, en fait, Sean Spicer, qui était donc le porte-parole de la Maison Blanche à l'époque, euh, avait quand même nié, avait dit non, non, en fait, Donald Trump a bien eu le plus grand nombre de gens. Et le lendemain, en défense de Sean Spicer et de cette thèse un peu farfelue, puisqu'elle était prouvable sur photo, on va dire, une autre aide de camp de Donald Trump, qui s'appelait Marianne Conway, en fait, disait à la télé lors d'une interview qu'en fait il s'agissait de faits alternatifs et qu'il n'y avait pas de raison que, en réalité, on, on- on ne puisse pas dire ce genre de choses. Et ça a fait un effet boomerang un peu, puisque il y a quelques semaines de ça, en fait, Trump a de nouveau critiqué le nombre de participants à un meeting politique. Cette fois-ci, c'est Kamala Harris, donc la nouvelle candidate démocrate pour la présidentielle américaine en 2024. Et donc du coup, en fait, là aussi, pareil, bah, c'est le propos visait à dire, bah, en fait, c'est des fausses photos qui ont été diffusées lors d'un meeting dans le Michigan. Et en gros, il n'y avait pas tout ce monde-là, c'est des images manipulées par IA. Alors évidemment, il y a eu l'IA générative qui est arrivé au milieu, et donc du coup, ça a donné une bonne excuse supplémentaire de professer en fait des mensonges à ce sujet-là. Et donc on voit bien qu'il y a une forme de lien, puisque là encore, on était un peu dans la défense du fait alternatif, c'est-à-dire la défense d'un propos qui était notoirement faux, mais dont, voilà, qui affirmait avec une forme d'aplomb, en fait, donner les apparences du vrai. Et c'est bien là où on dit que il y a le fameux liar dividend, c'est que grosso modo, en fait, c'est la prime au menteur, c'est-à-dire qu'il y a une forme de doute qui s'installe. Et donc, la personne qui, en fait, va être accusée de quelque chose en particulier, et ben, en fait, elle a toute possibilité de dire: «Non, non, c'est pas vrai. En fait, c'est un mensonge. Regardez, d'ailleurs, ça a été manipulé par IA», et donc de se cacher derrière son petit doigt, synthétique, pour pouvoir, précisément, détourner l'attention. Mmh. Et donc c'est de plus en plus, difficile de savoir ce qui est vrai de ce qui l'est pas, quoi, malheureusement. Et c'est de plus en plus vrai, ouais, effectivement, ouais, de plus en plus difficile. Tu as pas mal abordé le sujet politique là dans les définitions que tu posais. Justement, la période 2023-2024, c'est une période, à fort enjeu, électoral, puisqu'on avait, 2 000 d'électeurs dans 50 pays, qui étaient appelés à voter. Et cette, période se termine notamment par, l'élection américaine très attendue en novembre. On a vu, clairement une avalanche d'utilisation d'outils, d'IA, notamment pour, modeler, voire manipuler les opinions, publiques. J'ai en tête, l'épisode que tu citais, où il y avait une prétendue fausse foule dans un meeting de Kamala Harris. Est-ce que tu peux revenir sur, toi, les faits qui t'ont le plus marqué d'utilisation de ces outils dans un contexte, politique, là, sur cette période, 2023-2024? Oui, alors en fait, ce qu'il faut voir, c'est que c'est pas tellement, on a souvent, tendance à regarder, le prisme américain, enfin de regarder un peu les élections occidentales en se disant: «Ah ça y est, mon Dieu, c'est l'enfer». En réalité, quand on fait le bilan au niveau mondial, c'est davantage du côté, de l'Indonésie, de l'Inde, du Pakistan et de ces pays-là, ou même de la Corée d'ailleurs du Sud, qu'il y a une utilisation assez importante, des, on va dire, des deepfakes, pour la faire courte, mais qui comprend, les IA génératives, et cetera, maintenant. Hem Et en Amérique latine un peu plus. Donc déjà, en fait, en termes de proportion, on n'est pas, si on regarde le volume
de choses qui ont été produites aux États-Unis, on pourrait se dire: «Bon, ça va, c'est pas non plus l'enfer, il y a eu on a échappé au pire». Parce qu'en réalité, en volume, c'est pas, voilà, il y a pas énormément de choses. Il y a une dizaine, une quinzaine d'occurrences qui auraient pu éventuellement poser un petit problème, mais comme la presse, elle est dans ces pays, dans nos pays occidentaux, elle est assez, solide encore, même si elle est, très souvent attaquée. On a des mécanismes de vérification qui sont assez robustes et qui permettent en réalité au moins de faire sortir le message. Ça ne veut pas dire que les gens sont convaincus, mais ça veut dire qu'au moins il y a le message et le boulot est fait de vérification. En Inde, au Pakistan et ailleurs, et en Amérique latine, par exemple, ou même en Europe centrale, c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus difficile. Parfois, il peut y avoir des choses qui passent. Un des trucs qui me marque le plus, parce qu'évidemment, là, il y a eu une vraie, bascule, ça a été, pour les élections en Slovaquie, à l'automne dernier où, on a eu le candidat de gauche, Michel Simeka, qui était, grosso modo, à couteau tiré avec le candidat de droite et qui menait très légèrement, en tout cas qui était dans une dynamique plutôt ascendante quand, son opposant était plutôt dans une dynamique, faible et donc à 48 heures du scrutin, dans la zone, dans ce moment un peu, où les médias n'ont plus le droit de communiquer, on n'a plus le droit de parler, stricto sensu d'élections. Il un il y a eu un enregistrement qui a fait surface, où on entendait donc, ce candidat, slovaque, discuter avec une journaliste pour essayer on va dire, de détourner une certaine partie des votes donc c'était les votes des Roms pour pouvoir, ensuite, gagner les élections tout simplement. Et au passage, il insultait copieusement son adversaire. Donc ça, c'est sorti, tranquillement. Ça fait le tour des boucles WhatsApp et cetera et donc le résultat, final de l'élection, s'est traduit par, une victoire donc, du camp opposé et une défaite de Simeka et en fait, il s'est avéré après coup, grâce au travail, je crois de l'agence France Presse, si je ne m'abuse, que, en réalité, il s'agissait d'un deepfake, audio. Donc là, on voit bien que, poussé à son extrême dans une situation un peu compliquée, un peu brouillonne, dans des situations un peu de bascule, où on est vraiment au coude à coude, juste avant un scrutin, au dernier moment, on peut éventuellement sortir un sujet qui va, précipiter en fait, les élections, d'un côté ou d'un autre. Bon voilà, ça c'est le gros truc. En France, on n'a pas eu cette chose-là, là, pour les élections, législatives ni européennes. C'est à peu près normal parce qu'en fait, il y a beaucoup de candidats très différents. Les choses ont été, hem, il y avait pas beaucoup de enfin, le scrutin a été serré à la fin, mais il y avait pas une course, très identifiée, qui mettait 2 candidats au coude à coude, spécifiquement. Et donc du coup, on n'a pas eu, à subir ce genre de choses, mais il n'est pas interdit que pour les prochaines élections, on voit, des tentatives au moins, à peu près similaires se dérouler. En tout cas, j'en serais pas étonné. J'ai peut-être une question complémentaire parce que tu parlais de la France où on n'a pas eu, forcément à subir, ce que tu décrivais. Moi, j'ai quand même souvenir de certaines vidéos, de candidats du Rassemblement national, qui ont pas mal circulé, tellement elles étaient, parfois grotesques et où on se posait la question: «Mais est-ce que c'est pas un fake?» Et ça me fait penser à la définition que tu posais sur le liar dividend. C'est qu'on rentre dans une période où on sait que c'est possible de complètement truquer une vidéo avec des deepfakes et autres et on est confronté parfois à des vidéos qui sont tellement surréalistes qu'on se pose la question alors même qu'elles sont vraies et donc ça crée quand même quelque chose d'assez dérangeant, assez bizarre où on est face à quelque chose et on sait pas en fait si c'est vrai, si c'est pas vrai, est-ce que ça a été truqué ou pas? Je sais pas comment toi tu vois la chose, mais en tout cas, je sais qu'en tant que juste simple électeur et quand je voyais ça, ça questionne beaucoup, quoi. Ouais, moi je crois qu'il faut jamais être déçu, enfin, faut jamais être, comment dirais-je? Défaitiste. En fait, la réalité, elle est bien plus créative que les IA, hein. C'est-à-dire que, il y a plus de gens,
farfelus, bizarres, étranges, qui peuplent nos rues que ce qu'on pourra imaginer et les scénarios les plus improbables, arrivent tous les jours sans qu'on ait besoin d'intelligence artificielle donc ce qui est intéressant de voir, c'est qu'effectivement, il y a une forme de comment dirais-je? C'est moins le sujet du layer dividend qui en fait qui me pose problème que le fait qu'on puisse aujourd'hui, du fait de une forme de désagrégation en fait heu, du commun, du récit commun et de cette compréhension collective, des situations, on peut se permettre aujourd'hui de mettre n'importe qui et n'importe quoi, à l'écran et de faire passer le truc, de façon, crédible. Y compris de dire un jour un truc et le lendemain d'avoir un propos, opposé, d'avoir les plus, grosses outrances sans jamais sourciller. Enfin voilà, donc c'est-à-dire qu'en réalité le sujet, principal quand par exemple en 2006, pardon, pas en 2006, quand on a eu l'attaque du Capitole le 6 janvier, il y avait un 6 dans le chiffre. Heu, on s'est dit: «Mais c'est un truc de dingue» et effectivement ça pouvait, c'est enfin ça a glacé un peu le sang de tout le monde et c'était presque comme un film, hollywoodien. Heu, D'ailleurs, il y a eu un peu la même chose derrière avec le scénario de Civil War, qui était un peu dans ce goût-là. On se rend compte, assez vite que ces scénarios complètement improbables et dingues, en fait, sont, juste provoqués par des gens normaux. En fait, les deepfakes n'ont rien fait, la désinformation n'était probablement pas, celle, en tout cas celle qui a joué n'était pas celle qu'on voit la plupart du temps sur les réseaux. Il suffisait juste d'avoir Donald Trump qui dise: «Bon allez, allez-y les gars, en avant quoi». Donc c'est ce que j'essaye de dire, c'est que en gros, on prête il faudrait savoir raison garder dans cet univers-là. Il y a un certain nombre de choses qui sont, modifiées par les IA génératives, par les deepfakes et par cette arrivée-là massive de manipulation, de nos référentiels communs. Mais les principaux leviers en fait d'action sont encore, bien humains et passent encore par des médias, très traditionnels, la télé et la radio. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, l'IA n'est pas responsable de tous nos maux. Hem, a avec ça en tête, j'aimerais bien qu'on continue sur l'utilisation quand même de ces outils, notamment dans le champ politique. Parce que moi, j'ai quand même en tête que globalement, dans une démocratie représentative en France, aux États-Unis, on a des partis politiques qui vont poser des constats sur une situation. Souvent, ils sont pas d'accord et proposent des mesures, des programmes pour répondre aux problématiques qu'ils identifient. On a vu avec la campagne du Brexit, avec la campagne de Trump aux États-Unis, que, certains partis politiques et certains personnages politiques avaient tendance à s'écarter plus ou moins de la réalité, des faits et que, ce qui était important, c'est plus le narratif et le message qu'eux avaient envie de véhiculer, peu importe que ça colle ou non à la réalité. Et la question que j'avais envie de te poser, c'est comment, selon toi, l'IA et les outils d'IA génératifs sont en train de démultiplier justement cette capacité qu'ont les partis politiques à créer des faits, des récits, des réalités alternatives qui vont, in fine, avoir un impact sur, le choix des électeurs? Beh, ça rejoint un peu ce que je disais juste avant, c'est-à-dire que je pense pas qu'in fine, on soit dans une situation aujourd'hui où, l'IA générative, fasse faire des bascules, très importantes au discours politique. C'est-à-dire que ça va servir d'outil pour mobiliser des troupes, ça va servir d'outil pour propager, des visuels de campagne, fabriqués plus facilement. On le voit par exemple, en ce moment, aux États-Unis avec Trump qui vend des cartes, numériques à son effigie, voilà, on le retrouve dans différentes positions, c'est des cartes à collectionner. Bon voilà, là ça l'aide par exemple, à financer, sa campagne. On sent bien que c'est pas ça qui fait le cœur du débat aujourd'hui et qui pose problème dans la campagne. En France, on voit bien que, par exemple, au niveau du champ politique, on a, les acteurs d'extrême droite qui se sont, depuis un petit moment structurés, mobilisés autour de ces outils pour relayer un certain nombre de choses. On avait eu, aussi la survenance, sur TikTok de ces 2 ou 3 vidéos, mettant en scène, Marine Le Pen
et Marion Maréchal, en jeune femme, un peu sexy. Bon, outre le fait que c'est toujours en fait, des femmes qui sont, sexualisées et là, dans ce cadre-là, c'est Marine Le Pen et Marion Maréchal. Hem Et ben en fait, on se retrouve quand même dans des situations qui sont pas vraiment, en mesure de faire basculer, l'opinion et cetera. Au mieux, ça va renforcer les gens qui soutiennent en fait, ces candidats ou ces partis politiques dans leurs convictions et ça va alimenter, une forme de fanbase qui va essayer de travailler là-dessus. Ça ne veut pas dire qu'ils n'utilisent pas les algorithmes, mais ça veut dire que, grosso modo, la bataille culturelle, elle ne se fait pas qu'au niveau de la génération de contenu, par contre, il y a, on le voit de plus en plus, un positionnement, sur les réseaux, sur YouTube, de sphères à droite, par exemple, ou d'extrême droite on va dire, mobilisent, un certain nombre de moyens pour créer des chaînes, spécifiques, et diffuser leurs idéologies et cetera. Donc ça, c'est par exemple, c'est à droite. Bon, à gauche, c'est à peu près la même chose, mais au final, on est moins efficace, j'ai l'impression, de ce côté-là de l'échiquier politique. Ça me semble pas, vu d'un regard extérieur, aussi prégnant et ça diffuse beaucoup moins dans les médias, le discours qui est porté diffuse beaucoup moins dans les médias traditionnels. Moi, j'ai l'impression que voilà, en fait, s'il y a des IA entre guillemets à blâmer, c'est plutôt les IA de recommandation, celles des réseaux sociaux, celles de YouTube, celles qui vont proposer du contenu et qui vont diriger en fait les utilisateurs, les lecteurs, les lectrices, voilà, vers un endroit, précis, plutôt qu'un autre. Et justement, tu parles des réseaux sociaux, et puis tu as abordé la question du commun, enfin, le fait de pour faire société, on a besoin de se mettre d'accord sur un constat, une réalité, partagée. Avec l'avènement des réseaux sociaux, on a vu apparaître quand même cette question des bulles de filtre où justement ces algorithmes qui vont te recommander, où finalement tu vas être plus confronté au même contenu, à parler avec les mêmes personnes. Enfin, et donc il y a un renforcement, des opinions, où tu converges et donc tu te retrouves plutôt avec des personnes qui pensent comme toi, quel que soit ce que tu penses finalement. Et pour autant, tu pouvais pas encore créer, de faux contenus aussi réalistes que ce qui est en train d'émerger. Et donc c'est, enfin moi là en tout cas l'interrogation que j'ai, c'est comment, ces 2 faces-là du même, je sais pas si c'est le monstre numérique, mais en tout cas vont ou pas s'hybrider, avec d'un côté justement ces algorithmes de recommandation, ces plateformes de réseaux sociaux, ces boucles WhatsApp où on a une viralité hyper importante, où il y a ces contenus qui se partagent, et souvent les faux contenus se partagent beaucoup plus vite, donc où on est dans sa bulle avec aujourd'hui, l'émergence d'une capacité technique hyper accessible de créer des faux contenus, des fausses histoires, des faux films, des fausses, photos et qui peuvent être utilisés pour, justement nourrir ce narratif. Même si je comprends bien que seul ça fait rien et qu'aujourd'hui on n'a pas besoin de ces outils pour, propager des fausses informations. Mais en tout cas, comment tu vois cette combinaison entre, à la fois ces algorithmes de recommandation, ces bulles de filtre et ces nouveaux outils d'IA générative? Bah, c'est-à-dire que pour le moment, en fait, ce qu'on observe, ça ne montre pas en fait, heu, quelque chose qui doit nous préoccuper pour le moment. Et j'insiste bien pour le moment. C'est-à-dire que quand on dissèque un peu le discours qui est autour de ce phénomène-là de désinformation, de deepfake et cetera, en fait, c'est un discours qui naît aux États-Unis, dans un contexte culturel américain, avec, des peurs très américaines, qui sont influencées par un background culturel très spécifique et qui est véhiculé jusqu'à nous par l'intermédiaire de magazines, en ligne, tech ou politiques qui voient soit d'un côté, l'excitation que ça peut, procurer de voir des espèces de contenus un peu choquants, voilà typiquement, la photo, de Donald Trump entouré de noirs américains, pour sensibiliser les noirs américains sur le fait que Donald Trump est pro, «black» entre guillemets. Heu,
ou inversement, on va avoir, des médias traditionnels qui sont déjà eux-mêmes, en difficulté économique et qui vont se dire: «Oh mon Dieu, c'est une catastrophe, en fait, la désinformation va nous submerger», et qui, d'une manière ou d'une autre, ils voient tout à fait légitimement, une opportunité pour, appuyer sur le fait qu'eux sont les médias de référence et sur lesquels, en fait, parce qu'il y a un vrai travail d'information, une rigueur professionnelle, une éthique, une responsabilité, juridique engagée et cetera, et que, les journalistes, en tout cas, travaillent pour débunker ce genre d'informations. Donc ça, il y a un discours qui traverse un peu, qui voilà, par la porosité des lectures qu'on peut avoir, arrive jusqu'à nous, et on a tendance à se dire qu'en France, ça va être la même chose. C'est pas exactement la même chose, puisqu'en fait, déjà, le cadre, de la publicité politique, par exemple, aux États-Unis, en France, pas du tout le même. Nous, c'est public, c'est réglementé, c'est hyper strict, voilà. Donc le seul champ vraiment de déploiement, en fait, de ces outils-là, c'est vraiment les réseaux sociaux, et même là, en fait, il y a quand même une forme de régulation. On peut trouver des gens, enfin, il y a quand même un certain nombre de choses. Ça ne dépend pas de la liberté d'expression, mais il y a quand même supervision, en tout cas, d'organismes qui regardent ça avec attention. Je pense que in fine, heu, est-ce qu'il y a une conjonction qui va démultiplier ça? En tout cas, aujourd'hui, on l'a pas vu, et est-ce que c'est possible demain? Probablement, mais encore une fois, je pense pas que ce soit la conjonction des réseaux sociaux plus de l'IA générative et des deepfakes qui va faire basculer les opinions. Je pense que c'est un ensemble de facteurs qui vont désagréger, en fait, un commun, qui, vont certainement, en fait, renforcer dans leurs propres opinions, heu, des polarités, fortes à gauche ou à droite, et qui vont, en fait, renforcer un discours, une confrontation sur les réseaux un peu plus marquée, et donc rajouter du bruit au bruit. Voilà. Mais très honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, si on considère les 5 prochaines années en termes d'échéances politiques, en France, heu, ce qui a été fait dans le vrai monde par des vrais hommes politiques, et les propos qui ont été tenus, de façon générale là sur la dernière séquence, ont des effets bien plus destructeurs, sur le commun, sur la démocratie, sur, l'envie de s'impliquer, pour faire un choix X ou Y, que n'importe quel deepfake, voilà, enfin, je veux dire, là, ça fait pas de débat, quoi. J'ai envie de dire que les effets ont été extrêmement, plus intenses, que voilà, et dans d'autres pays, c'est à peu près la même chose. En Argentine, en fait, avec, donc on l'a vu, par exemple, entre, Javier Milei et Sergio Massa, où on a vu qu'il y avait une forme d'utilisation des IA génératives pour à la fois, comment dirais-je? Populariser les candidats, camper l'un dans une situation un peu problématique, et l'autre pareil. Enfin, il y a eu, un vrai discours, une vraie bataille entre les 2 candidats en ligne, à l'aide de l'IA générative, qui a été, aussi, relayée par les 2 camps et par les partisans des 2 camps, et donc là, on voit bien que à la fois, ça devient un véritable instrument de communication, mais que fondamentalement, les ressorts qui ont joué en faveur de Javier Milei et en défaveur de Sergio Massa étaient, largement plus, enracinés dans l'historique politique du pays que, réellement dans la manière dont ces 2 camps ont permis de mobiliser leurs partisans. Depuis le début là, enfin en tout cas je te questionne sur les deepfakes et l'angle sous lequel on abordait, c'est un angle assez négatif ou en tout cas l'impact que ça peut avoir. J'ai découvert récemment là dans un reportage d'Arte, justement sur les deepfakes, une utilisation un peu plus positive, on va dire, où il y avait une entreprise que j'ai découverte qui s'appelait Deep Memory, qui proposait justement grâce à l'IA générative de créer un peu à la manière du film Inception, des faux souvenirs pour aider à vaincre certaines phobies et autant je comprends complètement l'intérêt thérapeutique, ça m'a posé pas mal de questions et je voulais avoir un peu ton avis sur cette utilisation. Est-ce que toi tu vois, d'autres utilisations, des deepfakes dans un cadre un peu plus positif? Pas pour, générer des fausses informations,
dans un but de désinformation, mais plus justement pour, nourrir, enfin guérir certaines pathologies ou autres? Voilà, est-ce que tu as des Ouais, alors je sais pas si c'est positif au sens, strict du terme. Je m'éviterai le qualificatif parce que, je pense que il y a déjà, des acceptations culturelles qu'on n'a pas et que d'autres, pays ressortissants, citoyens, ont. Par exemple, typiquement en Asie, plutôt culture animiste, il y a eu en Corée du Sud, par exemple, heu, des services qui ont proposé, de faire revenir les morts sous forme de personnages, en 3D virtuels, donc c'était, dans un environnement, virtuel avec, casque et et ils utilisaient, la technique des deepfakes pour pour calquer en fait le visage de la personne sur un un personnage, animé. Heu, ce qui est alors ça on retrouve en fait cette vidéo-là sur YouTube d'une mère qui retrouve sa fille décédée et cetera et qui finit en pleurs parce que, bon voilà, elle a pu reconnecter, lui dire les choses qu'elle n'avait pas eu le temps de lui dire et cetera. La fille ayant, je sais pas, une dizaine d'années, même pas. Donc ça, c'est des choses que, en fait, d'un point de vue, occidental, européen, on regarde avec un œil un peu suspicieux parce qu'on se dit: «Mon Dieu, mais quelle horreur!» En fait, c'est vraiment du Black Mirror et c'est un enfer total et c'est complètement, voilà. De leur point de vue, en Asie, en tout cas, je sais qu'au Japon, c'est à peu près la même chose puisqu'ils prêtent, aussi, des rapports aux robots, par exemple, et que c'est pas les derniers à essayer de travailler sur ces questions-là. Hem, le rapport à ces choses-là n'est absolument pas vu de la même manière. Donc en fait, faut déjà faire attention et puis, là, je parle de l'Asie, mais on pourrait parler, aussi du rapport à l'éthique, sur le continent africain, concernant, l'IA et les deepfakes, où on n'a pas les mêmes, non plus les mêmes codes par rapport, aux représentations et cetera. Donc en fait, il y a tout un ensemble de choses qui, déjà, si on réfléchit, en fait, à cette question-là, on est obligé de le faire, sous le prisme régional, voire sous le prisme, culturel parce qu'on chacun a son approche, différenciée et donc du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'un point de vue régulation, d'un point de vue, on peut pas imposer, en fait, une forme de régulation spécifique, à un ensemble. Pas plus qu'on peut, proposer une forme de service pour tous, comme si, en fait, personne ne réagissait, différemment, quoi. Donc ça, c'est le premier truc, à mon avis, qui me semble, important de préciser. Est-ce que c'est, souhaitable, par exemple, dans le cas de certaines, d'un certain traitement de maladies ou quoi que ce soit? Je pense que c'est toujours pareil, c'est-à-dire que le il y a une question d'échelle. Quand on est dans le traitement de maladies particulières ou de pathologies particulières, on se retrouve avec des outils qui sont experts, donc c'est de l'IA, mais c'est pas de l'IA, de l'intelligence artificielle, grand public ou qui a, une destination, pour faire à peu près tout et n'importe quoi. Ce sont des IA extrêmement spécifiques qui sont, développées dans des laboratoires, qui ne sont, destinées qu'à certains professionnels et qui ont, une destination très précise pour, cibler telle maladie et cetera et cetera et ça n'a, à mon avis, aucun rapport avec, l'autre, phénomène auquel on assiste, qui est un phénomène de massification, en fait, de l'accès à une forme d'intelligence artificielle qui, à large échelle, en fait, modifie nos rapports à l'existence. C'est-à-dire que c'est une chose, d'aider une personne à surmonter, en fait, une condition qui lui est imposée par la maladie ou par un handicap, et c'en est une autre d'imposer à une société entière, une modification de perception, des modifications dans son schéma de travail, dans son dialogue, démocratique, par d'autres outils, tu vois? C'est un peu c'est des échelles et des très différentes. Donc je sais pas si c'est vraiment très positif, de se dire que, par exemple, on va changer le souvenir des gens, parce que ça pose quand même un certain nombre de questions éthiques. Mais en fait, j'ai envie de dire que parce que ça rentre dans le champ médical et que c'est déjà un secteur qui est extrêmement, protégé par un ensemble de règles éthiques,
qui est structuré derrière par un ensemble d'organes, de surveillance, où il y a des sanctions qui peuvent être, données à l'encontre de médecins qui auraient, abusé de leur ou de scientifiques qui auraient abusé de leur position pour faire des choses pas terribles. Heu, ça me semble moins problématique que l'inverse où il y a zéro contrôle et zéro barrière et voilà quoi. Je voudrais revenir sur, quelque chose que tu as dit où tu disais que la massification, de l'accès à ces outils, ça a entraîné d'une certaine façon, une modification du rapport à l'existence et en intro, tu disais que tu faisais de la sociologie. Justement, tu as un regard, sur la société, et sur, bah, l'impact de ces outils, sur la société. Comment toi justement, tu analyses ou en tout cas tu perçois cette modification du rapport à l'existence qu'on peut avoir avec la massification de ces outils? On a assez peu de recul parce que ça reste, relativement, récent. Pour autant, j'imagine que tu perçois déjà des choses. Est-ce que tu peux en dire 2 mots? Oui, alors c'est pareil, c'est-à-dire que moi, c'est pas l'outil qui me pose problème. L'outil me gêne pas du tout, dans le sens où, heu, typiquement, je regardais, il y a pas très longtemps, une intervention de François Jarige, qui est historien des techniques et qui parlait de la notion de progrès et cetera et qui revenait, en fait, sur un peu la chronologie de l'apparition du terme de technophobe qui est un terme assez récent et qui rentre dans le dialogue, oui, il y a à peu près une centaine d'années. On se rend enfin, un peu moins d'ailleurs. Hem En fait, moi, j'ai pas de problème avec la technologie, comme beaucoup, puisqu'on l'utilise, et qu'elle est là présente et que, pour beaucoup d'événements, enfin beaucoup d'aspects de nos vies, en fait, elle est indispensable. En revanche, heu, la manière dont elle est conçue par des gens et la manière dont elle est poussée, dans le monde par des gens, là m'interroge beaucoup plus et c'est là où je pense il y a une observation intéressante à faire, c'est que ces outils-là d'intelligence artificielle générative, par exemple, ne sont n'arrivent pas comme ça juste ex nihilo, ils se sont pas échappés toutes seules, avec leurs petits bras, musclés, du laboratoire en cassant les verrous des portes et puis, partant, free, dans le monde en disant: «Waouh, je suis libre» et cetera. Non, non, pas du tout. Il y a des gens qui ont mis ça sur le marché et ces gens-là ne sont pas non plus, dépourvus de vision politique ou d'une, vision de société particulière avec, des objectifs, qui leur sont propres et cetera. Et c'est pas simplement, en fait, des objectifs financiers comme on pourrait s'attendre dans un monde capitaliste, bien ordonné, mais c'est aussi des objectifs idéologiques. On le voit avec Sam Altman, on le voit avec Peter Thiel, on le voit avec, Bill Gates, on le voit avec Elon Musk et cetera. Il y a eu un ensemble de philosophies qui les ont, on va dire, modelées, intellectuellement parlant. Hem, ça soutient leur action, au jour le jour. Ça travaille leurs objectifs, et même s'ils sont soumis comme tous, aux États-Unis à l'obligation de faire de l'argent pour l'entreprise, il y a une forme de mission qui leur est, comment dirais-je, suggéré par ce cadrage, idéologique, intellectuel, culturel et cetera. Et donc, pour moi, en fait, c'est ça qui compte, en fait. C'est vraiment ces personnes-là qu'est-ce qu'elles souhaitent faire, en fait, qu'est-ce qu'elles souhaitent modifier dans la perception qu'on a de notre réalité. Et alors typiquement, qu'est-ce qu'on a comme perception de la réalité? Bah, typiquement, le fait que la technologie, est inévitable. En fait, l'avancée de l'IA dans le monde est inévitable. C'est-à-dire de rendre la chose inéluctable, c'est déjà avoir un propos politique sur la technologie. C'est-à-dire que non, on pourrait en fait refuser en tant que commun, décider que, bah, en fait, l'IA, non. Voilà. Il y a, c'est dans Dune, on a le fameux djihad butlérien, qui oppose, heu, les partisans de l'intelligence artificielle, aux opposants de l'intelligence artificielle et dans Dune, c'est les opposants qui gagnent et c'est pour ça qu'il y a pas d'IA dans Dune.
Bon, voilà. Parce qu'en fait, ils ont perdu et que c'est les mentats qui ont repris le truc et donc c'est des gens avec des super pouvoirs qui ont été éduqués pour faire ça et cetera et cetera. Bon bref. Donc on voit bien qu'en fait, là c'est de la science-fiction, mais l'idée c'est qu'on est quand même face à des choix de société qui nous sont vendus comme étant des choix, absolument, heu, à sens unique, quoi. Il y a pas d'alternative. On est un peu dans une application thatchérienne de l'affaire. Donc, il y a pas d'alternative, ça doit progresser. L'autre chose, c'est par exemple, bah, en fait, typiquement, l'IA, est amenée en fait à remplacer, maintenant, l'école blanc. Alors sur tout un tas de tâches, intellectuelles, on va voir les avocats, les médecins, les journalistes, les trucs et cetera. On va dire: «Oui, en fait, l'IA est bien plus supérieure pour, détecter les cancers que les médecins». Alors on a docteur Laurent Alexandre qui nous raconte ça à longueur de journée quand il veut bien parler, et Dieu sait qu'il parle. Heu, bon peut-être de façon marginale. Mais le médecin n'est pas, en fait, un objet de performance. C'est pas simplement, en fait, un individu qui doit effectuer une performance, systématique, mais c'est aussi un individu qui apporte un ensemble de choses, de connaissances, de comment dirais-je? Un cadrage, intellectuel à sa pratique qui n'est pas corrélé simplement au fait de déceler, heu, un micro de seconde avant, le le cancer qui va se développer et c'est très bien de le faire, mais c'est pas exactement, ce qui est utile. J'ai une question un peu plus technique maintenant sur, la question là des outils d'IA générative. Tu parlais des grandes entreprises américaines qui avaient, des philosophes, enfin en tout cas leurs leaders qui avaient des philosophies, certains agendas. Ces entreprises travaillent, sur la possibilité d'étiqueter de manière automatique ou non les contenus générés par IA pour qu'on soit en capacité de savoir ce qui est, généré par IA de ce qui l'est pas. Est-ce que c'est techniquement faisable et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur où on en est sur ce sujet un petit peu technique? Oui, alors l'étiquetage, entre guillemets, l'identification de contenu généré par IA, il est déjà plus ou moins en train de se faire, c'est-à-dire qu'il y a deux consortiums qui existent. Il y en a un qui s'appelle le Content Authenticity Initiative et l'autre qui s'appelle le C2PA, qui sont deux initiatives qui ont été menées par notamment Adobe, Microsoft et tout un tas d'autres acteurs. Il y a OpenAI maintenant, il y a tout un tas d'acteurs qui vise en fait à faire une forme à créer une forme de standard technique qui permet d'avoir de la traçabilité dans les contenus qui sont publiés en ligne. Donc typiquement, on va générer une image sur je sais pas quoi, et puis on va la publier sur LinkedIn par exemple, et on va avoir un tag qui va nous montrer que c'est une image générée par IA, ou au contraire, ça sera un tag, enfin c'est toujours le même tag, mais qui va nous indiquer que c'est pour le coup plutôt une image authentique. Donc ça, c'est des choses qui sont en train de se mettre en place sur les réseaux sociaux et ailleurs. C'est intéressant dans une certaine mesure parce que ça permet à des professionnels et à tout un tas d'individus ou d'organismes de s'assurer de la provenance des contenus. Très honnêtement, je pense que c'est un truc qui, pour le commun des mortels, qui se soucie peu de ce genre de choses, qui est complètement transparent et dont tout le monde se fout. Donc c'est à mon avis une bonne tentative de la part de l'industrie d'essayer de normaliser, euh, comment dirais-je, des flux d'informations et dire bah, en fait de trier le bon grain du reste. Mais en termes d'impact, si ces contenus synthétiques ont un impact sur l'opinion ou sur la manière en fait dont on va structurer notre, notre imaginaire vis-à-vis de ça, ça sera assez peu effectif. Typiquement, sur Snapchat, le fait un adolescent ou une adolescente s'adresse à MyAI euh, comme son meilleur ami, par exemple, cette adolescente ou cet adolescent, ils ont conscience qu'ils s'adressent à une IA, et pour autant, au bout d'un moment, il y a le quatrième mur quelque part un peu synthétique qui s'écroule, et on oublie rapidement que en fait on parle à une IA parce qu'il y a tout
un jeu d'identification, d'anthropomorphisation des termes, des principes, de la relation, etc., qui se met en œuvre et qui fait que, in fine, on va se retrouver même en pleine connaissance de cause, on va se retrouver quand même à avoir adopté des comportements qui sont purement, purement humains. En tout cas, on va oublier que c'est des contenus synthétiques. Mais un peu comme dans le film de Spike Jonze qui s'appelle Her. En fait, comment dirais-je, le protagoniste sait pertinemment qu'il travaille, enfin qu'il est en action, enfin qu'il est en interaction avec une IA. Et c'est pas tellement en fait le problème d'être en interaction avec l'IA qui lui pose un souci, c'est quand en fait il se rend compte qu'il n'a pas l'exclusivité en fait de cette interaction qui lui pose problème, qu'il y a un sujet. Donc voilà, je pense que cette histoire de tag et de contenu, c'est très bien, mais ça ne concerne qu'une portion congrue des gens, et c'est un peu comme le label rouge, quoi. On peut décider de manger du label rouge, mais est-ce que d'abord ça garantit la qualité, et puis est-ce que la majorité des gens mangent du label rouge ou du bio ou du je ne sais quoi? La réponse est non. Mmh. Merci pour ta réponse. On arrive sur la fin de l'échange. J'aimerais bien qu'on ouvre un peu le spectre, sur la question du rapport à l'information notamment. On a pas mal parlé, en tout cas moi j'étais pas mal questionné sur, bah, le «danger» entre guillemets que peut, amener les deepfakes, et dans le rapport à l'information, à la réalité. J'ai le sentiment qu'on parle un peu moins, du fait que, bah, dans un monde où il y a des deepfakes, Hem, lorsqu'une information nous dérange, bah, on peut faire peser un doute sur la véracité et la réalité de l'information et donc d'une certaine manière, éviter de répondre aux questions qui sont posées. Dans ce contexte-là, comment, toi tu vois le rôle du journaliste et des médias en général, dans l'accès à l'information et dans l'accès à une information de qualité? Alors précisément, je vais répondre à une autre question, comme l'IA. En fait, en tout cas, je vais évoquer un autre sujet. C'est-à-dire que globalement, en fait, le journaliste aujourd'hui, dans son approche des technologies, euh, n'est pas compétent. C'est-à-dire qu'il n'est pas formé à ça. Moi, je m'acharne tous les jours, littéralement, à faire des formations pour des journalistes. Je travaille avec beaucoup de gens là-dessus. Mais, euh, mais globalement, les gens ne s'auto-forment pas, n'ont pas de compréhension des subtilités techniques et voient ça comme un truc un peu annexe et subalterne qui n'est pas très intéressant, n'est pas très structurant. Quand on parle typiquement de ces risques d'information posés par l'IA générative, les deepfakes, etc., on ne parle pas de la réalité des IA qui sont déjà aujourd'hui bien présentes et qui modèlent déjà aujourd'hui un certain nombre de comportements. Typiquement, la quadrature du net qui révèle que la CAF utilise une IA pour pouvoir discriminer un certain nombre de gens de son dispositif et retirer leurs aides. Quand on va prendre l'avion à l'aéroport, il y a tout un tas de dispositifs d'IA qui nous entourent et dont certaines personnes sont victimes, notamment les personnes transgenres qui se retrouvent discriminées par rapport aux portiques de sécurité, parce que les portiques de sécurité ne sont pas entraînés pour observer ces personnes-là. Il y a tout un tas de choses, voilà. Ça peut être les discriminations à l'embauche, demain ça peut être des discriminations à l'accession à l'assurance santé, ça peut être la discrimination à l'assurance chômage, ça peut être des discriminations à un prêt bancaire, ça peut être tout un tas de choses. Et donc, en fait, quand on regarde uniquement le prisme de la désinformation, euh, en fait, on dit tout et on dit rien, c'est-à-dire qu'on se penche sur le risque démocratique, quand en réalité, le risque démocratique, il est, on va dire, constitué d'une myriade d'injustices quotidiennes que les gens vivent et qui peuvent être justement provoquées par l'usage de l'IA. Donc, à mon sens, les journalistes aujourd'hui doivent s'éduquer correctement à la technologie, doivent arrêter de faire l'impasse sur ce sujet-là, parce que ça a des implications, et ça en aura de plus en plus,
dans tous les secteurs, dans l'éducation, dans la santé, dans l'armement, dans la politique, dans la justice, à peu près partout, dans l'environnement bien évidemment, dans l'énergie, enfin bref, dans les transports. Donc on voit que ce sont des systèmes qui arrivent partout, qui sont utilisés de façon voilà, omniprésente. Il y a des enjeux économiques extrêmement forts. Et je ne parle pas d'enjeux de souveraineté parce que là aussi c'est encore un autre problème, mais ça peut faire partie des questionnements qu'on peut avoir. Et ça c'est vraiment important. Donc un journaliste doit savoir, oui, peut-être un peu traiter l'information à l'aide d'outils qui lui seraient dédiés et se méfier un peu d'un certain nombre de choses. Mais ce qu'il doit comprendre et voir avant tout, c'est identifier toutes ces problématiques-là pour pouvoir mieux les traiter. Ça, je pense que c'est même au-delà de ça, ça doit être aussi les enseignants qui doivent, enfin tous les transmetteurs de savoir en fait, qui forment en fait des intellects, devraient être conscients de ces problématiques-là pour pouvoir pousser en fait une conscientisation globale et outiller les gens. J'aime pas du tout le mot armé, mais là c'est vraiment de l'outillage. euh, Outiller les gens à faire des choix qui sont éclairés, qui sont sains pour leur utilisation quotidienne et qui sont pas et pour les faire échapper à des mécaniques on va dire pour un gros trait d'asservissement, mais c'est un peu le cas, c'est-à-dire que quand on passe 5 heures à scroller un écran, est-ce qu'on est vraiment libre de ce qu'on fait? Probablement pas, parce qu'il y a des techniques employées qui sont mobilisées pour précisément forcer les gens à faire ça. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Plus ou moins, mais en même temps, tu l'as dit d'entrée que tu répondais à une autre question. C'est ça. Pour ma dernière question, je pense que ça fait le lien avec ce que tu disais là juste avant. Hem Et tu pourras, si tu veux, aussi répondre un peu à côté. Hem, j'ai l'impression en tout cas qu'une information de qualité, en tout cas, voilà, avoir accès à une information de qualité pour, s'informer, sur ce que tu décrivais sur la CAF ou autre, enfin ça permet de comprendre un petit peu les enjeux et donc, ça permet au processus démocratique de fonctionner. Aujourd'hui, on se rend bien compte que, avec toutes ces technologies, enfin, c'est quand même des choses complexes, compliquées à comprendre, qui sont pas forcément, apparentes, qui peuvent être cachées, Si tu devais proposer 3 mesures pour, justement permettre de mieux comprendre ces sujets en lien avec l'IA, d'accéder à une information de qualité, tu aurais envie de proposer quoi comme mesure? 3 mesures pour améliorer la compréhension de ces sujets-là, c'est ça? Ouais. Oh mon Dieu! Alors la première, je vais rejoindre, ce que disait Damasio, Alain Damasio, qu'il faut en fait, généraliser, l'éducation à la technologie, à l'école. Donc moi de mon temps, comme disait papy, j'avais, des cours de technologie, mais on apprenait ce que c'était que les circuits imprimés, les circuits intégrés, on faisait des buzzers avec des diodes, et cetera. Je pense que ce temps-là, il est mort, il faut l'enterrer une bonne fois pour toutes et passer à une éducation, obligatoire, systématique, longue, comment dirais-je? Progressive, aux usages de la technologie de façon générale. Ça, c'est le premier truc. Déjà, si on arrive à faire ça et que ça soit pas sous l'égide de Microsoft, de Google d'Amazon, mais que ce soit plutôt, je sais pas, la fondation Mozilla ou l'Electronic Frontier Foundation ou ce genre d'organes d'ONG en fait qui travaillent sur le sujet, je pense que ça sera bien mieux. Voilà. Éloigner les GAFAM de ce type-là d'éducation, je pense que c'est le meilleur service qu'on peut se rendre. Ça, c'est la première chose, parce que ça fait déboucher sur une conscientisation des usages, et ça permet de créer des citoyens qui sont en capacité à utiliser ces outils, téléphone, ordi, etc. La deuxième mesure, à mon avis, qu'il faudrait prendre là-dessus, c'est soit de
comment dirais-je, d'interdire ou de restreindre l'accès au marché publicitaire à ces entités-là, soit de leur mettre sur le dos la responsabilité d'éditeur. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on restreint la capacité des GAFAM à s'accaparer les marchés publicitaires, en fait, on va rééquilibrer l'économie de la presse du même coup, en disant, bah voilà, en fait, il va falloir en fait que la presse puisse faire des annonces, publier des annonces publicitaires, et donc du coup, on redirige une certaine forme de couloir de revenus vers la presse. Et ça, c'est le marché. Voilà, on force un peu la main du marché, mais globalement, il y a quand même on rééquilibre un peu ce qu'il y avait au départ. Ou alors, on met sur les plateformes la responsabilité d'éditeur. Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'ils sont obligés de contrôler au cordeau ce qui est dit sur la plateforme, et qu'on arrête de se cacher derrière nos petits doigts en mode ouais, non, mais les plateformes, elles peuvent pas être responsables de ce qui est dit sur leur structure. C'est pas vrai. En fait, on voit bien qu'avec les algorithmes de recommandation, avec les mécanismes de modération, il y a tout un tas de sujets qui font que globalement, typiquement sur X ou sur Facebook, soit on accepte de couper, de démonétiser l'information, ou alors on accepte de faire monter certaines voix qui ne sont pas forcément souhaitables dans le cadre de démocratie. Voilà. Donc ça, déjà, ça serait la deuxième action conjointe. Et la troisième, ça serait probablement pour plaider pour des infrastructures ou des modalités de décision qui favoriseront le commun, c'est-à-dire faire en sorte que l'État, sans qu'il soit au centre du dispositif, ça c'est pour éviter les peurs d'un retour au communisme, mais au moins lui accorder comment dirais-je, la planification de d'un retour au commun, par exemple en mobilisant on va dire des espaces pour pouvoir favoriser la parole hors des GAFAM, pour pouvoir rééquilibrer un certain nombre d'équilibres de choses qui ont été perturbées dans la dizaine, quinzaine d'années qui vient de s'écouler. C'est pas pour supprimer, il s'agit pas de supprimer la tech, il s'agit pas en fait comment dirais-je, de se dire oh là là, les méchants entrepreneurs ils sont pas bien, voilà. Il s'agit juste de dire avançons correctement, de façon équilibrée, pour qu'on puisse avoir un débat qui soit pas systématiquement pollué par un usage et un abus en fait de technologie, ou que les effets éventuels de ces technologies ne soient pas trop dimensionnés pour perturber le débat global. Voilà, ça serait mes trois mesures que je prendrais si je devais être président de la République. Super, merci beaucoup Gérald. On arrive à la fin de l'épisode. Donc un grand merci pour d'avoir répondu à ces questions, et puis j'espère à bientôt. Merci, à bientôt. L'épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner au podcast pour écouter les prochains épisodes. À bientôt.